Est-ce qu'on est en direct? On est en direct. Le chat est déjà là, le chat est déjà chaud. Alors, vous êtes bien là tous et toutes dans le chat. On est aujourd'hui en direct sur un webinaire de Freework. Vous êtes plusieurs centaines, vous êtes inscrits juste ce matin. Je pense que vous étiez plus de 500, vous êtes inscrits dans la matinée. Hop, vous voyez, quand vous mettez un commentaire dans le chat, il apparaît tout de suite en bas à droite. Ce webinaire aujourd'hui, on va parler des soft skills. On fait un webinaire en partenariat avec Assess First également. Donc, il y aura Emeric qui est présent avec nous, qui pourra nous en parler. La question que je vous pose, là aujourd'hui dans le chat, pour que vous démarriez, en attendant le générique va permettre aux gens de s'installer. Question que je vous pose, est-ce que vous avez l'impression que les soft skills sur une offre de poste ou sur une mission, ils sont toujours plutôt clairement exprimés, présentes mais floues, complètement absentes ou remplacées par des mots creux? Vous avez le choix parmi ces 4 questions. Je vous remets la question dans le chat dès que j'ai réussi à rejoindre LinkedIn. Hop, et je suis impatient d'en savoir plus sur vous et sur votre opinion sur le sujet. On lance le petit film d'intro pour laisser aux gens le temps d'arriver sur la notification. C'est parti. Eh ben, vous avez beaucoup participé. Le terme soft skill n'est-il pas en lui-même flou, nous dit Vincent, et c'est hyper pertinent. Remplacé par des mots creux, souvent. Alors, vous avez beaucoup donné le 4 ou le 2 qui était effectivement le 2 qui était clairement présente mais flou. Alors, c'est ça. Probablement qu'effectivement, le sujet, c'est que les soft skills, c'est un sujet qui est flou pour tout le monde. Donc, on va prendre le temps de l'éclaircir en première partie aujourd'hui. Merci pour les messages. Bon, du coup, on va éviter les phrases creuses aujourd'hui. Hein. Je suis autonome, curieux, motivé, je communique bien. Je pense que j'avais ça sur un de mes premiers CV, jeune, dynamique, motivé. Et mes collègues au bureau s'étaient moqués de moi et je trouvais ça assez légitime et je ne savais pas faire mieux. Donc, peut-être que le webinaire aujourd'hui va nous aider à donner plus de vocabulaire à mettre sur nos CV pour décrire nos compétences soft. Et oui, c'est ça. On aura 3 temps aujourd'hui, d'accord, qui seront signalés par les bannières. Donc, le premier temps, on va parler de pourquoi les hard skills ne suffisent pas déjà. Donc sur le CV, on met beaucoup les hard skills, etc. Le deuxième, c'est comment on met des mots concrets sur notre façon de travailler. Donc comment on met des mots sur ces soft skills-là. Et le troisième morceau, comment prouver et faire progresser vos soft skills. Ça, c'est la grande partie. Pour répondre à ces questions, j'ai 3 invités que je vais faire monter sur la scène. Hop. Et c'est parti. Dina, Emeric et Géniel. Est-ce que vous allez bien ? Vous avez tous les micros fermés. Moi, j'ai le droit de fermer vos micros. Est-ce que j'ai le droit de les rouvrir ? Bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Oui, tout va bien. Bonjour Damien, bonjour à tous. Super. Alors, je vais faire rapidement la promo de Freework. Le sujet aujourd'hui, voilà. Vous avez dit, présent et flou, vous avez continué à répondre aux questions, donc c'est super chouette. Aujourd'hui, vous positionnez comment par rapport au sujet ?
Est-ce que vous allez dire que vous diriez que vous savez valoriser vos soft skills vous-même? Est-ce que vous les voyez mais vous ne savez pas les raconter? Est-ce que vous ne savez pas trop quoi mettre derrière ce terme-là? Ou le sujet est vraiment trop flou? Voilà, vous avez de 1 à 4 et vous pouvez nous signaler, m'indiquer à vous, comment vous vous situez par rapport au sujet. Beaucoup de blabla, mais ça reste flou. Ouais. Freework, si vous ne connaissez pas, c'est la plateforme qui est dédiée aux talents de l'IT pour choisir la liberté et changer de statut sans jamais changer de communauté. Que vous soyez freelance ou que vous soyez en CDI, sur Freework, vous trouverez des gens pour vous soutenir. Il y a également il y a un gros forum très très actif depuis plus de 10 ans avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez avoir que même ChatGPT ne saurait pas vous donner. Aujourd'hui, sur LinkedIn, aujourd'hui, on est sur la page LinkedIn de Freework. C'est le plus grand site d'emploi tech en France. Il y a 320 000 utilisateurs actifs dessus. On a donné un peu toutes les infos. Vous pouvez aller voir les missions et créer votre profil en CV Tech. Un des sujets aujourd'hui, c'est que les profils bonjour Chris. Les profils dans la CV Tech de Freework, vous pouvez rajouter le test Assess First qui va permettre de démontrer vos soft skills. Alors, pour répondre aux questions aujourd'hui, Emric, donc tu es en bas à droite. Donc toi, aujourd'hui, tu es directeur de l'IA chez Assess First et tu étais directeur avant. Directeur IA et produit chez Assess First. Alors, pour expliquer aussi la légitimité, j'ai un parcours un peu spécial, c'est-à-dire que j'ai fait du machine learning, je suis aussi psychologue, donc tout ce qui est personnalité, compétences, etc., ça me parle bien. Donc au final, j'ai 2 backgrounds qui sont parmi les 2 métiers les plus flippants à l'heure actuelle. Je suis psy et je fais du machine learning. D'accord, très bien. Janiel, toi, tu es consultant CRM Salesforce. Avant, tu as été sales aussi ou pendant un peu de temps où tu as travaillé dans des équipes commerciales? Oui, j'ai fait un peu de business development avant, donc clairement de la vente, hein. C'est vrai que les nouveaux termes aujourd'hui, ça se mélange un peu, mais voilà, je viens d'un milieu un peu plus commercial, école de commerce classique, et puis maintenant je me retrouve à être consultant Salesforce, plus le côté IT et informaticien actuellement. Donc voilà. Alors, je vais répondre à la question de Fatou tout de suite. Le live est bien enregistré et LinkedIn vous donnera la rediffusion tout de suite dans la foulée. Dina, c'est ton tour. Alors, donc, toi, tu es développeuse web aujourd'hui. Je me rappelle plus si tu fais Angular ou React ou les deux. Les deux. Je fais les deux. Et donc, tu as fait une reconversion. Avant, tu étais responsable d'agence de voyage. C'est ça. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir aussi comment tu as pu transférer tes compétences. Je crois que l'histoire qui m'avait marqué en prépa, c'est que tu me disais que sur certains postes, tu as été retenu non pas parce que tu avais les bonnes compétences, que tu ne maîtrisais pas la bonne techno, mais parce que tu avais les bons soft skills pour le poste. Oui, ça m'est arrivé d'être retenu pour mes soft skills, dans des entretiens. Et ben on est en passant. C'est hyper important. Ouais. Je répète les 3 temps. Hein. Ce que les hard skills ne racontent pas. Vous pouvez poser vos questions, d'accord? Même si vous êtes en avance sur le moment du webinaire où on posera la question. Donc moi, je préfère prendre vos questions dans le chat que poser les miennes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Je mets des petites étoiles pour les garder pour plus tard s'il faut, ou j'y réponds tout de suite. Et vous pourrez revenir voir le replay après pour voir ce qu'on a répondu à votre question. Est-ce que c'est cool? On est parti. Alors ouais, j'étais sur les webinaires où il y a le temps réel. Est-ce que c'est cool? Il marche vachement mieux, mais je vais éviter ici parce qu'il y a une latence d'1 minute avec le chat. C'est parti. Alors, la première question. Hop. Pourquoi les hard skills ne racontent pas toute votre valeur? Emric, finalement, est-ce que tu peux revenir sur ce point et nous expliquer? En fait, le sujet, c'est le CV ne montre pas tout, c'est ça? Ouais, et même les hard skills, c'est-à-dire que pour moi, les hard skills, ça raconte ce qu'une personne sait faire aujourd'hui. Ça enseigne sur ses connaissances, sur ses techniques, ses certifications, son expérience. Donc, c'est une partie qui reste importante dans l'équation. Et typiquement, tu vois, moi, je recrute des ingénieurs machine learning et ça ne me viendrait pas à l'idée de recruter un chirurgien dentiste pour faire le job, mais ça reste quand même seulement une partie. Et 2 personnes, au final, peuvent posséder exactement les mêmes compétences techniques et, in fine, obtenir des résultats qui vont être radicalement différents pour un même poste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, même la performance, elle ne dépend plus uniquement de ce qu'on sait faire, mais aussi de la manière dont on va le faire, de l'énergie qu'on va y mettre et de ce qu'on est prêt aussi à consacrer. Donc, tous les comportements, tu vois, qui influencent la façon de collaborer, de gérer la pression, d'apprendre, de communiquer, de prendre des décisions, nos aspects de motivation, nos capacités aussi cognitives qui vont influencer notre vitesse d'apprentissage, notre capacité à résoudre des problèmes, notre capacité à nous adapter aussi à des situations nouvelles. Donc, au final, l'hard skill, ça va vraiment décrire plus souvent le passé, ce que la personne a déjà appris, mais toutes les dimensions comportementales, motivationnelles et cognitives
vont apporter beaucoup plus d'informations sur le présent et aussi le potentiel futur. Et pour moi, c'est d'autant plus, on va dire, visible dans le monde aujourd'hui, où les compétences techniques deviennent de plus en plus rapidement obsolètes. Une technologie, ça peut parfois partir vite aux oubliettes, une méthode de travail, un outil, ça devient assez rapidement obsolète. Et donc, ce qui reste, c'est vraiment la capacité de la personne à apprendre, à s'adapter, à rester engagé aussi lorsque ça devient un peu plus tendu. Et tout ça, au final, c'est pas les hard skills qui vont nous renseigner là-dessus, c'est vraiment la partie plus soft et la partie comportementale, tout simplement. Enfin, oui, ce que tu dis, alors dans l'IT en particulier, je pense que j'avais lu ça plusieurs fois sur Harvard Business Review, les hard skills dans l'IT, ils ont tendance à la demi-vie des hard skills est 2 fois plus faible que dans le reste des compétences. C'est-à-dire que si j'apprends le Java ou l'Angular, c'est une compétence qui sera périmée 2 fois plus vite que des compétences dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce que ça, c'est toujours réaliste? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qui le démontrent. C'est plutôt un chiffre qui est souvent utilisé dans la littérature, quoi. Si, c'est toujours réaliste et ça a même tendance à s'accélérer. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais si on regarde les études, par exemple, du Forum économique mondial, ça s'accélère. Et on note même, tu vois, quand on étudie tout ce qui va être offre d'emploi, qu'il y a une forte polarisation. C'est-à-dire que pendant longtemps, on cherchait c'était plus des jobs sur des tâches un peu plus routinières, avec des process, etc., qui appelaient plus d'une expérience. Et on va dire, à chaque grande crise, qu'elle soit économique, sociétale ou autre, on voit un chiffre de plus en plus marqué. Et là, on a une forte polarisation avec beaucoup plus d'emplois qui vont être basés sur des tâches nouvelles, adaptatives, et qui vont avant tout demander une capacité des personnes à apprendre et à s'adapter, tout simplement. Alors, la question ici, elle est assez précise et je trouve qu'elle illustre bien le sujet. Là, ici, l'utilisateur qui est en mode privé sur LinkedIn nous dit comment on compare les soft skills avec l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est un soft skill, c'est ça? Ouais, et alors je sais plus qui faisait le constat tout à l'heure dans le chat, désolé, qui nous disait déjà les soft skills n'ont pas de définition et rien que le mot soft skills, c'est un peu creux et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de soft skills, il n'y a pas de définition scientifique universelle selon les chercheurs, selon les boîtes, etc. On va prendre leadership, adaptabilité, communication, ça va pas recouvrir les mêmes choses. On a aussi fortement tendance à réduire ce qui est soft skills au comportement relationnel, notamment de l'intelligence émotionnelle, capacité à travailler en équipe, etc. Et c'est pour ça que moi, dans mon discours et dans ce qu'on fait aussi chez Assessors, on va plutôt se baser sur des composants qui vont être beaucoup plus stables et robustes scientifiquement, à savoir la personnalité, les motivations et le raisonnement, pour lequel il y a justement des frameworks qui sont documentés en psychologie depuis des décennies. Et si je prends la personnalité, tu vois, par exemple, même quand on parle de personnalité, aujourd'hui, tu as plein de gens qui vont dire, personnalité, encore une fois, c'est l'ouverture, l'intelligence émotionnelle. Alors, dans la personnalité, tu vas retrouver la capacité à s'organiser, la capacité à s'adapter, les capacités de leadership, les capacités à innover, la gestion des émotions. Donc, au final, si tu prends les frameworks les plus adaptés, tu vas avoir une vingtaine de facettes de personnalité dans différents domaines, tout simplement. Ok, alors, j'ai noté les questions. Où placer les soft skills dans le CV ou l'entretien? Je les ai notées, la question de Roumaïssa, Adrien et Christine. Je les ai bien cochées, ces questions-là. On y répondra sur la partie 3. La suite, là, ici, Dina, c'est le moment où je voulais te poser la question à toi. Finalement, du coup, dans ta reconversion, tu as gardé tes soft skills avec toi, tu les as emmenés dans ton nouveau job. Comment tu les décris, ces soft skills, tu vois, en situation? Donc, là, par exemple, la compréhension du besoin ou la communication avec les métiers. Comment tu les utilisais en agence de voyage et comment tu les utilises maintenant dans ton job de développeuse? J'ai des compétences effectivement que j'ai amenées avec moi quand j'ai changé de métier. Avant, j'étais responsable d'agence de voyage, je gérais une équipe de 10 personnes. Et quand je suis arrivée développeuse, c'était pas du tout le même métier, mais j'ai eu besoin de mes compétences, notamment de communication, pour expliquer mon métier à des personnes non techniques. Et j'ai eu besoin de ces capacités de communication dans mon métier actuel. Ouais, effectivement. Est-ce que, par exemple, il y a des cas particuliers? Est-ce que, par exemple, toi, tu préparais des circuits pour des clients, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je préparais des circuits de voyage.
Est-ce que finalement, préparer un circuit, ça ressemble à un sprint planning ou en fait un événement dans la vie du développeur où on découpe et planifie des tâches? Ça demande les mêmes compétences, les compétences d'organisation. Mhm. Ça demande les mêmes compétences et effectivement, tout est transférable en fait, Tout est selon moi. transférable. Ouais. Je rebondis sur Janiel. Et toi, finalement, en mission, c'est pas forcément ta connaissance de Salesforce qui va faire la différence par rapport à un autre consultant. J'imagine que vous avez accès tous aux mêmes formations, vous connaissez tous le CRM. Euh, Oui, on attend aussi de toi une posture de consultant, c'est ça? exactement. C'est-à-dire que moi, en fonction des rôles que j'occupe, que ce soit en business analyst ou administrateur d'outils, systèmes, on n'attend pas forcément de moi un même retour face au client. Donc, quelque part, si je configure un outil, je serais plus emmené à être dans l'exécution, alors que si je prends la posture d'un business analyst, quelque part, je suis dans la compréhension du besoin, je suis dans l'empathie, dans l'écoute active. En gros, pour répondre à ta question, pourquoi les hard skills ne se racontent pas? Ouais, Hem, En fait, c'est les hard skills, plutôt, les hard skills ne racontent pas toute notre valeur. C'était ta question de départ. Donc je dirais ouais. que les hard skills, en une phrase, elles vont répondre à la question: «Est-ce qu'il sait faire?» C'est-à-dire, pour la base des consultants, Salesforce, on sait tous faire et le soft skills derrière vont répondre à la question: «Est-ce que j'ai envie de travailler avec lui tous les jours?» Donc c'est tout un ensemble de qualités, en fait, qu'il faut avoir pour pouvoir, derrière maintenir sa relation avec, le client au quotidien. Ok, on va prendre les questions du chat là ici. Il y en a deux qui vont plus ou moins ensemble, hein. Il y a Clément qui demande est-ce qu'il existe des outils qui permettent de s'évaluer afin d'avoir une vision objective de nos soft skills. Et Christine nous demande les tests de personnalité sont-ils intéressants pour illustrer nos soft skills? Je pense qu'Emeric, dans les éléments de réponse que tu m'as donné, tu m'as expliqué qu'il y avait quand même dans les familles de tests, il y avait des tests qui étaient factoriels et d'autres non. Ça, il y en a qui sont. Il y a des tests qui vont juste nous ranger dans des cases, alors qu'il y en a d'autres qui vont nous mettre correctement, c'est ça? Exactement. Alors, il y a deux questions en une. Déjà, est-ce que les questionnaires de personnalité sont intéressants pour illustrer les soft skills? La réponse, oui, clairement, et je partagerai un petit exemple juste après. Après, quand on parle de questionnaire, de test de personnalité, très honnêtement, il y a à boire et à manger. Il y a les Christine, questionnaires. elle parle de 16 personnalités, là, ça c'est le MBTI, ça. Ça, typiquement, ouais, les questionnaires qui sont les plus, entre guillemets, marketés, les plus utilisés, sont malheureusement en général les moins bons. Typiquement, MBTI, DISC, etc. Leur grosse problématique, c'est que ça va être des tests qu'on appelle typologiques. C'est-à-dire que vous passez l'assessment, à la fin, vous avez un type, c'est-à-dire on va vous dire vous êtes dominant, vous êtes tel type, etc. La limite, c'est que ça met des gens dans des cases et le gros point noir, c'est que ça, en général, ne se base sur aucun fondement scientifique. Il y a même des études qui ont montré que si je repasse l'assessment 2 à 3 mois après, il y a 50% de chances pour que j'ai un type différent. Et en fait, la problématique de ces tests, et on peut reprendre par exemple l'exemple de la taille, par exemple. La taille, ça se mesure selon une variable continue, en centimètres par exemple, et on ne va pas dire de quelqu'un qu'il est grand ou petit. Tout simplement parce que ça n'apporte pas assez de nuances, ça met les gens dans des cases. Et si on pousse le cheminement un peu plus loin, ces tests nous diraient, si on mesurait la taille, que dans 50% des cas, en nous remesurant, on passerait de grand à petit sans forcément de justification. Donc c'est vraiment la problématique de ces questionnaires. Donc MBTI existe, de le fait d'être vraiment typologique. Leur avantage, c'est que ça mime, on va dire, le système de classification du cerveau, et donc ça sera beaucoup plus facilement accepté et beaucoup plus facilement compris. Par contre, on a des tests qu'on va appeler par facteur, tout simplement, qui sont basés sur des fondements sérieux, notamment le modèle des Big Five, qui vont positionner chaque personne au regard d'un continuum, par exemple de 1 à 10, sur une multitude de facettes de personnalité, et pas mettre les gens dans des cases, mais vraiment dire, OK, sur cette facette-ci, voici comment la personne se positionne par rapport à une population parente. Est-ce que, par exemple, elle est dans le top 2% de la population qui ont les scores les plus forts, etc. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fin dans l'analyse, qui apporte beaucoup plus de granularité. La limite, c'est que c'est des choses qui sont parfois plus complexes à comprendre. Donc, il y a des avantages et des limites dans les deux, mais je vous invite vraiment à vous orienter vers les tests qu'on va appeler par facteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a justement des éditeurs, et que ce soit AssessorsTo, très honnêtement, qui arrivent quand même à vulgariser cette technicité, cette complexité, pour la rendre accessible.
Bon, du coup, Thierry nous dit c'est archi faux, les bons tests disques ne mettent pas du tout dans des cases. Effectivement, Thierry édite un logiciel qui fait des tests disques. Thierry, je veux bien que tu développes un peu plus ton propos que de dire c'est faux. Ça m'intéresse d'avoir un peu plus de nuances dans le sujet. Ok, et alors, je ne sais pas si ça passe tout de suite, mais Eva nous dit est-ce qu'on parle des biais des recruteurs concernant l'âge et le genre, pourcentage de femmes dans l'IT est faible notamment. C'est-à-dire que quand on les mesure pas, ces soft skills, on a tendance à imaginer que des gens plus expérimentés vont les présenter, que des gens plus expérimentés ou moins expérimentés vont présenter des soft skills différents. Je sais pas, j'imagine, mon premier biais, c'est de dire que les jeunes vont être plus appétents avec la nouveauté, vont tester de nouvelles choses, alors que les anciens vont être plus conservateurs. Le fait de tester ces soft skills-là, ça permet de contrarier finalement les biais du recruteur. C'est ça la bonne intuition sur le sujet? Ouais, c'est ça pour moi qui est hyper intéressant. C'est-à-dire, alors, encore une fois, quand on parle de soft skills, moi, je vais plutôt aussi parler de personnalité, puisque c'est le cœur pour moi qui est le plus important. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des variables qui sont très bien et de manière plus homogène, bien distribuée, on va dire, dans la population. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une personne qui est innovante, tu as autant de chances de la retrouver chez un homme, chez une femme, chez quelqu'un qui a 60 ans, chez quelqu'un qui a 18 ans, chez quelqu'un qui est européen ou qui est américain. Donc au final, en se basant vraiment sur cette partie-ci, ça permet considérablement de booster la diversité, que ça soit de background, que ça soit de genre ou autre. Et nous, on le voit dans beaucoup de contextes clients, au final, des clients qui ont réussi à booster leur diversité de, par exemple, 30%, en se focalisant exclusivement sur l'analyse de la personnalité plutôt que le CV. Ouais, et alors la question, il y a une question qui nous fait basculer dans la partie 2, elle est hyper pertinente. Merci beaucoup. Je lance donc la partie 2 avec la question de Harry qui nous dit tout le monde se présente avec les mêmes personnalités, surtout avec l'IA. Et surtout, alors la question sous-jacente qui, par exemple, va dire sous la pression, je perds mes moyens. Il y a un sujet de dire, voilà, on présente jamais des mauvaises qualités. Comment toi tu réponds comment tu te présentes toi par exemple, Janiel par exemple, tu vois, effectivement toi comment tu fais pour sortir des mots creux quand tu veux décrire en tant que consultant auprès d'un client ou sur un dossier de compétences par exemple? Alors je t'ai pas suivi complètement. Tu peux répéter s'il te plaît? Quel mot tu vas utiliser toi pour présenter tes soft skills, tu vois, pour sortir de ce truc là où tout le monde utilise les mêmes mots et les mêmes qualités qu'on aurait pu générer avec finalement en donnant son CV à ChatGPT quoi. Oh, alors, c'est vrai que c'est assez complexe finalement, puisque je pense que c'est dans l'interaction que tu mets avec ton interlocuteur quelque part. Je dirais pas que c'est des mots prédéfinis, puisque tout le monde pourra dire je suis autonome, je communique bien, ou alors une liste de bullet points qu'on mettrait sur un CV, c'est super impersonnel. Donc, quelque part, derrière, lors de la discussion avec l'interlocuteur, l'idée c'est peut-être de passer par des reformulations systématiques de la demande pour montrer qu'on a bien saisi un sujet. Ça prouve qu'on est attentif et qu'on écoute réellement ce que la personne ou l'interlocuteur nous dit en face. Donc voilà, c'est des petits tips comme ça où de se dire je viens avec un adjectif, un qualificatif de ma personnalité qui, pour le coup, ferait plutôt l'effet inverse, quoi, tout simplement. Il y a ce sujet-là. Donc là, par exemple, est-ce que Dina peut répondre je sais pas si ça répond concrètement. Ouais. Ça répond. Oh, franchement, ça répond. Je voulais voir si Dina, tu pourrais répondre sur les commentaires. Donc, il y a plusieurs personnes dans le chat qui discutent de ça. Finalement, voilà les biais que peuvent avoir les recruteurs dans le travail. Toi, au travail, donc là, ici, elle dit voilà, c'était une équipe où il y avait des administrateurs, des ingénieurs seniors, et il fallait quelqu'un qui ait du caractère pour communiquer avec eux. Et donc, elle a été perçue avec un biais de petite personne fragile. Au final, toi, tu as parlé tout à l'heure de devoir communiquer avec des non-tech, mais on doit communiquer aussi avec des gens qui sont plus experts que nous, avec des gens qui ont des compétences différentes des nôtres. C'est pas que la barrière entre les tech et les non-tech, même entre tech, on se comprend pas toujours. Moi, si je discute avec des SRE qui me parlent de métriques, etc., ou d'observabilité, je vais être beaucoup plus largué que si je discute avec un développeur mobile, tu vois. Ouais, c'est vrai, ce que tu dis. La question te fait réfléchir, prends le temps. Et la question, tu écoutes?
Finalement, du coup, c'est quoi les compétences comment tu aurais réagi, toi, dans la situation de Floris? Comment en entretien, tu montres que tu as la force de caractère qui est attendue pour gérer l'équipe? Comment tu appréhenderais le fait de travailler avec une équipe de personnes qui sont seniors et où le recruteur te dit, voilà, on a besoin de quelqu'un qui a une force de caractère? C'est difficile à prouver en entretien. Ouais. Ta valeur et ce que tu vaux vraiment. Il faut essayer de le raconter via des exemples, via des situations concrètes que tu as pu vivre dans le passé. Et passer par la réalité, passer par des situations concrètes que tu as pu vivre dans le passé et que tu es capable d'expliquer et de relater à ton interlocuteur. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile en entretien de montrer de quoi tu es capable, d'expliquer que tu serais compétente dans telle situation ou telle situation. Et toi, du coup, avant l'entretien, tu vas regarder l'annonce pour essayer de comprendre c'est quoi les compétences qui sont attendues et tu travailles des histoires pour pouvoir les justifier? Oui, des fois, je me mets en situation concrète et je me rappelle de certaines scènes ou de certaines situations concrètes que j'ai pu vivre dans le passé. Et c'est comme ça que je vais essayer de prouver que j'ai telle ou telle compétence. C'est ça. Ça, Aymeric, ce qu'on décrit dans ces situations-là, c'est ça les compétences comportementales? Ouais, carrément. Pour moi, c'est le but justement de mettre en perspective plutôt que des mots. Expliquer concrètement aussi avec des chiffres, des résultats, comment j'ai pu démontrer cette compétence. Et pour moi, encore une fois, c'est la même chose pour des compétences techniques ou comportementales, les structurer de la même façon à travers des résultats concrets, puisque ce sur quoi on veut juger, en tout cas les bons recruteurs, c'est sur le résultat plutôt que sur ce que la personne a fait ou comment elle l'a fait. C'est vraiment quel était le résultat, comment elle a procédé. Et pour moi, compétences comportementales ou techniques doivent être structurées un peu de la même manière, avec encore une fois des exemples très concrets. Ok. Alors, du coup, sur le disque, Thierry nous répond que finalement, c'est pas 4 cases, c'est 4 nuances de cases. Et on est tous un mélange des 4 cases. Voilà. Et on doit. Ce qu'il dit, c'est que le modèle ou le test automatisé n'est pas suffisant. Il faut un coach qui aide à l'utiliser. On revient sur le fameux défaut du perfectionnisme. Il y a quelqu'un d'autre juste avant qui en a parlé, qui disait comment je vais réagir quand je suis en situation de pression, je vais perdre mes moyens. Comment rester honnête sur ses qualités tout en mettant en avant celles qui correspondent aux soft skills recherchés. Ça, Aymeric, j'ai l'impression que la majorité des traits de personnalité, ils peuvent être tournés positivement. C'est-à-dire quand je suis en situation de stress, moi, je vais plutôt réagir en cherchant une solution très vite. Et s'il y a des gens qui ont pas l'air qui remettent en question tout à ce moment-là, ça va me perturber et je vais peut-être mal réagir. Mais sur le moment, ma personnalité, c'est de réagir en efficacité, en effectuation tout de suite. Est-ce que comment on fait finalement pour exprimer tout ça de manière positive c'est vrai qu'on peut se sentir jugé à tout moment sur ce niveau-là, quoi. Non, après, tout peut être tourné de manière positive. Tu vois, je te prends mon exemple sur tous les aspects de collaboration, soutenir les autres, diplomatie, etc. Je suis clairement pas le meilleur, loin de là. Mais au contraire, tu vois, je vais être beaucoup plus indépendant dans mes façons de penser, beaucoup plus autonome. Quand il y a une décision à prendre, je sais que j'ai pas besoin, tu vois, de consulter les autres pour avancer. Donc, il y a du positif dans tout. Pour moi, le plus important, ça va être surtout de mettre ça en perspective par rapport à ce qui est attendu sur un job, tu vois. Je te prends un exemple bête, mais si tu es sur une équipe de dev où il y a un fort besoin de collaboration, de consensus dans les décisions, etc., si tu es très indépendant, ça posera un problème, alors que ça peut être hyper valorisable dans un autre contexte. Sur d'autres métiers, ça peut être l'inverse. Donc, pour moi, tout l'intérêt, c'est déjà côté entreprise d'avoir cette capacité à comprendre ce qui va être vraiment nécessaire pour le job. Et après, côté candidat aussi, avoir cette humilité de se dire, en fait, est-ce que c'est réellement quelque chose qui me correspond même d'un point de vue structure psychologique? Est-ce que je m'embarque dans quelque chose qui ne me convient pas en termes de métier, en termes relationnels, tu vois, aussi avec les personnes avec qui je vais bosser, avec le manager, plutôt que de chercher à me positionner partout. Donc, je pense que ça nécessite et ça appelle aussi une forte connaissance de soi qui est difficile quand même à aller chercher aujourd'hui.
Ouais, donc la réponse en une phrase, c'est que finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais soft skill, il y a juste une bonne situation pour chacun des traits de ta Exactement. personnalité, quoi. Et c'est pour ça que, tu vois, quand dans beaucoup de cas, on dit que ce qui fait le succès, c'est avant tout la personnalité au bon endroit. Parce que la personnalité en tant que telle, tu as ta personnalité qui peut être adaptée à un contexte, pas à un autre, qui peut être adaptée, tu vois, à un poste dans une entreprise, mais pas adaptée au même poste dans une autre entreprise, parce que d'un point de vue culturel, tu auras des petites subtilités qui vont faire changer les choses. Donc, ouais, en général, tu vois, j'aime bien dire que la réussite, c'est avant tout la personnalité au bon endroit, tout simplement. Hop. Est-ce que vous voulez rebondir, Janiel ou Dina? Moi, clairement, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je peux varier de facettes, même dans un même poste et dans la même entreprise. C'est-à-dire que, en fonction du rôle que j'ai, si je suis un administrateur, j'aurai pas la même posture que en tant que chef de projet, par exemple. Donc, clairement, les deux facettes vont se dévoiler ou vont cohabiter quelque part en fonction de la situation qui, qui, se, qui se présentera devant moi, quoi, tout simplement. Donc, ça répond exactement à ça. Ok. On va passer à la troisième grande question. Comment on les prouve et on fait progresser nos soft skills? Hop, je vais juste afficher la bannière. Tac. J'ai remis la première sans faire exprès. Ouais, dommage. Comment on prouve et on fait progresser les soft skills? Alors là-dessus, il y avait des questions qui avaient été posées au tout début, que je vais reprendre. Déjà, est-ce que c'est pertinent de les détailler sur le CV? Toi, Dina, comment tu fais? Est-ce que tu indiques finalement... tu vois, par exemple, tu nous as dit que tu avais un poste où tu faisais du React et le poste, il faisait de l'Angular. Comment l'entreprise, elle a vu que tu avais les bons soft skills pour le poste? Est-ce que tu avais indiqué des mots-clés sur le CV? Tu avais indiqué des choses en annonce? Est-ce qu'il y a eu un entretien? Est-ce qu'il y a eu des tests de personnalité? Comment ça s'est passé? Moi, sur mon CV, je détaille mes soft skills. Je détaille plusieurs de mes soft skills dans ma description. Ouais. Donc, Tu les détailles avec je mets des en phrases avant. courtes? Ouais, je les détaille avec des phrases, ouais. Ouais. Je mets en avant mes principales qualités dans ma description. Ça, donc toi, tu fais un paragraphe plutôt que de faire une bullet list. Ouais, je fais un paragraphe où j'explique quelles sont mes principales qualités. Et voilà. Et en entretien, des fois, il y a les soft skills qui sont demandés dans la fiche de poste, qui sont détaillés, les soft skills demandés. Donc, du coup, je prépare mes entretiens en fonction de ce qui est demandé par le client, par l'entreprise. Tu essaies de faire une grille finalement, tu essaies de reproduire la grille que le recruteur pourra avoir pour évaluer les candidats. Oui, tout à fait. Ouais. Hop. Janiel, toi finalement, c'est quand tu vas arriver peut-être en phase de qualif, est-ce que tu vas travailler à reformuler le besoin? J'imagine que ton expérience en tant que commercial, ça te rend super efficace sur une qualif, je ne sais pas. Je dirais plus ou moins oui. C'est-à-dire que, alors, comment je vais qualifier un besoin? C'est-à-dire que le client, par exemple, un directeur commercial, il pourrait, voilà, m'énoncer un besoin. Je vais prendre un exemple concret. Un commercial qui constate peut-être que de nombreuses opportunités sur Salesforce ne remontent pas et derrière lui, ça lui permet pas de faire un reporting, correct avec de bons chiffres, des prévisions correctes des chiffres d'affaires. Ça, ce sera son besoin, «primaire» entre guillemets. Derrière moi, si je me positionne en tant que, business analyst, je vais me poser, plusieurs questions, notamment essayer d'appliquer plusieurs techniques, celle des 5 P par exemple, des 5 pourquoi. Je vais me demander pourquoi est-ce que le commercial justement n'arrive pas à clôturer ses opportunités? Ce qui va m'amener à un deuxième pourquoi, et ainsi de suite, et arriver à trouver la cause, racine finalement du problème. Et on va peut-être découvrir que, c'est un problème de pilotage commercial, c'est un problème de gouvernance des données, et c'est à partir de ce besoin-là qu'on va pouvoir amener une solution concrète, aux besoins émis. Donc, voilà, il y a plusieurs techniques comme ça qu'on peut mettre en place. Dans un projet CRM, tu es obligé de parler avec différentes personnes dans l'entreprise, surtout dans une grosse entreprise, tu vas devoir faire des allers-retours entre le marketing, les ventes, etc. et l'IT.
Où est-ce que toi, tu as développé cette compétence à naviguer dans l'organisation? Où est-ce que j'ai développé cette compétence? Je pense que déjà, naturellement, il faut être ouvert aux gens, hein. Donc, Ouais. dans la vie concrète de tous les jours, ça peut passer par, et puis ça se manifeste aussi autrement. C'est-à-dire que, on peut pas forcément arriver dans une mission chez un client et rester H24 devant son poste, par exemple, à enchaîner des réunions. Donc ça peut passer par, je prends souvent l'exemple de la machine à café. Se dire que vous pouvez voir, 2 personnes en train de prendre un café et vous joindre à eux et parler d'autres choses tout simplement et ça crée une relation. En Mhm. fait, on parle pas forcément de travail, mais voilà, on va parler d'autres choses et ça va créer cette proximité qui fait que lorsqu'on va, passer sur des sujets justement plus sérieux, ça va nous permettre d'avoir, des échanges, beaucoup plus profonds. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui ont amené le fait que on peut pas écrire n'importe quoi non plus sur son CV. C'est-à-dire qu'autant on peut très bien dire qu'on maîtrise PHP, et puis après en test technique, ça se voit qu'on maîtrise pas PHP. Et génial, tout à l'heure, toi, tu disais qu'il fallait être cohérent, enfin, fallait avoir la posture qui démontre les compétences qu'on a mis sur le dossier ou sur le CV. Et ils sont assez d'accord avec ça, hein. C'est-à-dire que voilà, si derrière, si tu as marqué bonne gestion du stress, mais que au moment de l'entretien, tu perds tes moyens. Après, la gestion du stress, encore une fois, hein, ici, la compétence, elle peut avoir deux sens. C'est-à-dire que une mise à l'épreuve comme ça, tu peux avoir du mal à gérer le stress parce que c'est un moment de forte intensité. Alors que sur le poste, la gestion du stress, c'est plutôt gérer ton stress dans la durée sur un projet qui dure 2-3 mois, quoi. Donc, toujours voir ce qu'on met derrière le mot. Aymeric, l'outil Assessors aujourd'hui, il permet aussi d'analyser, d'enrichir, de prédire les compétences, les soft skills, donc compétences comportementales ou la personnalité, en partant de l'annonce ou de la description du poste aussi. Parce qu'il y a le sujet, les personnes dans le chat vont dire voilà, il faut identifier la problématique derrière l'offre, faire une corrélation besoin-compétences, mais c'est vrai que si c'est pas clair déjà dans l'annonce, on peut avoir du mal. Donc l'outil chez vous, il va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière l'annonce. Clairement, et je rejoins un peu ton sondage, tu sais, au départ, au lancement, de savoir si dans les offres d'emploi, les soft skills étaient présentés, est-ce que c'était parfois un peu ambigu, bullshit. La réalité, c'est que oui, tu vois, tu prends la plupart des annonces, tu vas retrouver les mêmes soft skills, à savoir organisation, travail en équipe, innovation. Au final, tu as l'impression que toutes les entreprises ont les mêmes valeurs et recherchent la même chose. Par contre, justement, quand tu fais tourner des modules qui ont vraiment cette capacité à analyser l'offre d'emploi, ou alors à analyser aussi, tu vois, les populations qui sont en place dans l'entreprise et qui réussit versus qui ne réussit pas, tu arrives sur des choses qui parfois sont diamétralement opposées à ce qui était attendu dans l'offre d'emploi, qui viennent aussi un peu challenger parce que l'entreprise, en fait, pensait de la réussite dans son contexte. Ouais, et nous, on a eu plein de cas. Au final, l'entreprise se vendait comme hyper collaborative, on est une grande famille, etc. Et tu regardes les top performers, en fait, c'est les gens qui sont hyper autonomes, qui sont pas orientés vers leur relation, qui sont à fond dans l'exécution. Donc, en fait, ça, aujourd'hui, on a des outils qui permettent de l'analyser, qui permettent à certaines entreprises qui sont avancées sur le sujet de mieux définir aussi ce qu'elles vont rechercher d'un point de vue comportemental et même technique, parce que tu vois, on l'a déployé sur la partie technique également. Et ça permet du coup d'avoir des offres d'emploi qui sont beaucoup plus alignées avec la réalité de terrain et d'aller chercher les meilleurs candidats. Mais pour moi, en fait, le problème est le même côté candidat. Aujourd'hui, tu prends la plupart des CV, tu regardes la partie soft skills, ça va être la même pour tout le monde. Organisation, innovation, capacité à travailler en équipe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens qui sont un peu plus structurés, un peu plus standardisés. Et encore une fois, que ça soit, on parlait tout à l'heure du MBTI, du DISC ou autre, dans un CV, je trouve ça limite plus intéressant de passer par ce genre d'assessment, peu importe les fondements scientifiques, pour montrer aussi une forme d'ouverture au sujet et de savoir que j'ai creusé le truc et j'ai essayé de mettre en place, tu vois, quelque chose d'un peu plus structuré que les autres candidats, plutôt que de faire une liste, on va dire, bête et méchante de tous les soft skills qui peuvent me venir en tête. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant, en termes de capacité à montrer que ce sujet, tu vois, je l'ai creusé, je me suis intéressé à des choses et je mets en avant le résultat de manière transparente. On va rentrer dans la dernière partie. Il faut poser vos dernières questions dans le chat. Il nous reste une dizaine de minutes. Martin nous dit voilà, quels sont les soft skills qui font vraiment la différence en IT? Alors, je ne sais pas si on va pouvoir donner une réponse générale ou absolue, mais est-ce que tu as des intuitions sur la réponse, Aymeric? Alors, encore une fois, ce qui est important, c'est que ça va être très différent en fonction du job, de l'entreprise et ça, encore une fois, des différentes fonctions IT.
Nous, ce qu'on voit quand même d'un point de vue plus global chez Assessor, c'est aussi dans toutes les études qu'ils peuvent faire sur le sujet, c'est que toutes les soft skills qui vont être plus liées à la conscienciosité, donc la rigueur dans le travail, la capacité à s'attacher aux détails, ça va être important. Le côté créativité aussi, adaptabilité, l'adaptation au changement, la capacité aussi à faire preuve de curiosité. Ça va être des éléments qui sont assez prédictifs de manière universelle sur ces jobs-ci. Et ce qu'on voit aussi, et là je prends les dernières études du Forum économique mondial, ce qui montre pas mal et ce qui est de plus en plus recherché, c'est toute la capacité, tu vois, je le mentionnais, mais creative thinking, la capacité aussi d'analyse, je le dis aussi la curiosité, la résilience. Donc tout ça, surtout sur le secteur tech IT, ça a été des dimensions qui aujourd'hui sont quand même pas mal corrélées à la réussite et bien plus que d'autres facettes, tu vois, plus orientées relationnelles, des choses comme ça. Mais encore une fois, ça va être à personnaliser, comme je mentionné tout à l'heure, en fonction du job. Parce que sur, j'en sais rien, tu vois, des postes de développeur web, lead dev ou CTO, tu vas pas attendre la même posture, tu vas pas attendre les mêmes compétences comportementales ni métiers, tout simplement. Je vois aussi que ça dépend pas mal de la taille des équipes. Tu vois, un développeur back-end dans une équipe où il y a 120 développeurs, dans une entreprise où il y a 120 développeurs back-end, finalement, il va pas utiliser les mêmes outils, les mêmes compétences que dans une équipe où il y en a qu'une dizaine. Et je trouve que c'est bien de savoir sa zone de confort. Toi, Dina, par exemple, tu travailles dans quelle taille d'équipe? C'est quoi, finalement, j'imagine, dans ton expérience professionnelle, tu as eu plusieurs expériences, tu es toujours dans la même taille d'équipe, non? J'ai travaillé avec des tailles d'équipes différentes, mais plutôt petites. Ouais. Des petites équipes, maximum 10 personnes. J'ai travaillé dans des équipes de 2-3 personnes, où j'étais la seule développeuse. J'ai travaillé dans des petites équipes en général. Et donc, du coup, ce qui fonctionne pour toi, tu nous as dit la compréhension du besoin, la communication. Ça, c'est les soft skills qui fonctionnent pour toi dans ces équipes-là? Oui. La compréhension du besoin, la communication, la capacité de communication. C'est les principales qualités dont j'ai besoin en général pour m'adapter dans des équipes et me sentir bien dans une équipe. Ouais, ok. Et Janiel, toi, c'est quoi les compétences tu travailles t'interviens plus souvent dans des PME ou dans des grands comptes? J'ai l'impression que les consultants Salesforce sont toujours dans le CAC 40, en fait. Est-ce que je me trompe? Exactement, la plupart, c'est les grands comptes en général. Mais bon, après, ça varie effectivement, hein, qu'on soit en province ou en région parisienne. Donc moi, en tant que consultant Salesforce, j'ai plus travaillé dans les grands comptes, ce qui fait que j'avais en général pas mal d'interlocuteurs. Ouais. Ah, il s'est arrêté. C'est la connexion qui a sauté. Je suis en train de lire des questions, mais je veux bien qu'on prenne... finalement, Thierry nous dit que là, finalement, quand Janiel reviendra, on reprendra sa question. Je vais le descendre de la scène pour voir quand est-ce qu'il revient. Thierry nous dit que finalement, avec l'arrivée très massive de l'IA dans le dev, est-ce que finalement, ça donne plus de place aux soft skills? Alors, on voit plus... Je te monte au-dessus de la photo, Émeric, sinon on ne voit pas. Parce que l'utilisation de Claude Copilot, c'est déjà un hard skill qui remplace ces hard skills. Tout le temps gagné par Claude et la résistance des forces, ça laisse une grande place pour mettre en œuvre tes soft skills, notamment avec le client, le PO. Est-ce que tu penses que ça se valide, ça, Émeric ou Dina, c'est vos ressentis? Oui, complètement. Encore une fois, tu vois, pour moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité aussi à acquérir de nouvelles compétences, qui fait pour moi partie intégrante de ces soft skills, tu vois, la capacité à apprendre, la capacité aussi à faire preuve de curiosité pour s'intéresser à ce genre d'outils. Et on le voit dans beaucoup d'entreprises, tu vois, les gens qui sont plus réfractaires, c'est aussi des gens qui sont de base, et d'un point de vue personnalité, plus fermés au changement, moins tournés vers les innovations, des choses comme ça. Donc clairement, tu vois, c'est pour moi les soft skills de base, ça va te permettre justement d'acquérir ces compétences. Aujourd'hui, on parle de Claude Copilot. Dans 2 ans, 5 ans, ça sera encore certainement totalement différent. Et c'est vraiment les gens qui ont cette capacité à apprendre, à faire preuve de résilience, à s'adapter, qui font preuve de curiosité, qui demain seront en mesure d'utiliser ces outils au meilleur, on va dire, de leur potentiel et tout simplement de faire une différence sur leur job, d'être embauché plus facilement. Donc oui, clairement. Toi, Dina, aujourd'hui, tu utilises
Claude ou des outils IA pour générer du code? Ouais, j'utilise quotidiennement. Est-ce que tu as l'impression Claude, que ça demande moins de ChatGPT. hard skill de faire ton Comment? métier? Est-ce que tu as l'impression que du coup ça demande moins de hard skill de faire ton métier? Ouais, j'ai l'impression, oui, que mes hard skills sont moins sollicités, effectivement. Et du coup, ouais, clairement. Parce que sur la partie cognitive, ça peut-être Emery, tu pourras nous dire, mais j'ai l'impression que l'IA, elle va faire le premier niveau de réflexion. Par contre, moi j'ai l'impression de tout le temps devoir réfléchir à ce qu'elle fasse pas n'importe quoi, etc. Donc j'ai quand même l'impression qu'à la fin de la journée, je suis beaucoup plus fatigué. C'est-à-dire que tu vois, le travail qui était facile à faire, maintenant l'IA le fait à ma place et pendant ce temps-là, moi je m'ennuie. Et le travail qui est dur à faire, elle m'en a donné 5 fois plus, quoi. Ouais, mais après, tu vois, pour moi, en fait, ça change pas. Bien sûr, ça va t'aider sur certaines tâches, mais ça va potentiellement débloquer du temps aussi sur d'autres. Et moi, tu vois, je le vois aujourd'hui, j'utilise Claude au quotidien. Et pourtant, mon temps de travail, il n'a pas forcément diminué. C'est juste que les missions sont un peu déplacées. Mon expertise s'est aussi un peu déplacée. Parce que le résultat, tu vois, de Claude, il faut aussi le mettre en perspective par rapport à ce que tu veux faire concrètement. Donc, clairement, pour moi, tu vois, ça reste tout aussi important. C'est juste un déplacement aussi de ce qui pourrait être considéré aujourd'hui comme notre réelle expertise, qui est remis en question par Claude et qu'il faut tout simplement aussi redéfinir. Tu vois, comme je pense aussi dans quelques années, il faudra aussi redéfinir ce qu'on entend par le travail même, parce que potentiellement, dans 5-10 ans, la définition qu'on aura du travail sera plus du tout la même que celle d'aujourd'hui. Et génial, du coup, bon retour parmi nous. Est-ce que un petit bug technique. Désolé. Ça arrive, les pertes de connexion. Des fois, c'est la batterie. L'ordinateur, on n'avait pas pensé, la batterie, elle est morte. Ouais. Je me rends pas compte si toi, tu utilises beaucoup l'IA dans ton métier aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression que ça demande moins de hard skill parce que est-ce que Claude ou les IA, ils connaissent déjà toute la documentation de Salesforce et toi, finalement, tu travailles beaucoup plus à la compréhension du besoin ou c'est l'inverse? Alors moi, je vais dire que je travaille pas beaucoup avec l'IA, puisque je suis plus dans le relationnel finalement. L'IA va me servir sur de gros bugs et encore va servir l'équipe quelque part, puisque moi justement j'ai une équipe de développeurs avec qui je travaille. Donc quelque part, vu que je fais le lien, le pont entre les métiers et la technique, c'est plus justement je fais appel plus à mes capacités intrinsèques qu'à l'IA. Donc en gros. Ok. Le dernier point, finalement, on l'a vu en question, ça a été mentionné une fois ou deux. Travailler donc les compétences comportementales, c'est-à-dire notre façon de réagir à une situation ou des comportements qu'on peut avoir besoin pour accomplir des tâches. Ça se travaille facilement, on peut l'exercer, tout ça. Par contre, la personnalité, ça prend des années à faire évoluer, ça demande du coaching, etc. Est-ce que j'ai bien résumé finalement ce que vous avez dit sur ce sujet-là ou pas? Parce qu'il n'y avait pas forcément pris le temps d'y répondre. C'est une question qu'on a vue dans le chat. C'est une affirmation qu'on a vue dans le chat. On arrive sur la fin. Il y a encore beaucoup de gens dans le chat qui sont actifs. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Est-ce que vous voulez faire un dernier tour de table pour conclure? Hop. Émeric, par exemple, c'est quoi ton mot Oui, peut-être pour rebondir justement sur ce côté capacité à la faire progresser. La réalité, c'est que oui, tu vois, même la personnalité, aujourd'hui, on peut la faire évoluer. La réalité, c'est que on n'a pas non plus des effets qui sont incroyables, même si encore une fois, ils sont plutôt bons, que ça dépend aussi de la capacité de la personne même à changer, tu vois. Au-delà, tu vois, des aspects de formation, de ce que tu vas mettre en place, c'est ce que la personne veut aussi changer. Et la problématique, c'est qu'en général, les personnes qui ont le plus besoin d'évoluer sont celles qui sont le plus fermées à évoluer, tout simplement. Je pense aussi, et je répète, c'est qu'il n'y a aucun développement sans connaissance de soi. Donc, moi, la première étape, c'est vraiment de se comprendre soi-même. Quels sont mes points forts, où est-ce que je dois me développer, comment je me positionne, tu vois, par rapport aux autres. Ça, c'est hyper important. Et enfin, je pense aussi que sur la partie développement, et j'avais vu un message passé tout à l'heure sur le côté routine, c'est justement de privilégier la continuité à l'intensité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de compétences comportementales, il y a encore trop de programmes de formation qui vont être pensés, tu vois, sous format très intensif.
C'est-à-dire que tu vas faire un programme pendant 2-3 jours, de 8h à 20h, et que tu vas être rincé. Et la problématique, c'est qu'au final, tu n'auras aucun acquis de tout ça parce que ça va pas se maintenir dans le temps, alors que les programmes qui sont vraiment conçus avec continuité, donc vraiment des petites habitudes à mettre en place au quotidien qui vont pas prendre beaucoup de temps, mais que tu vas pouvoir maintenir dans la durée, ont beaucoup plus de résultats sur la capacité des personnes à changer et à évoluer. Ouais. Dina, tu veux donner un mot de la fin? Je sais pas quoi dire. Ce serait quoi le conseil que tu proposerais aux gens qui ont participé dans le chat? Quel serait le conseil que tu leur donnerais, tiré de ton expérience, ce qui a marché pour toi? Le conseil, c'est faites-vous confiance. Toutes vos compétences sont transférables et toutes vos compétences peuvent être mises en valeur et sont bonnes dans votre travail. Donc, faites-vous confiance et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de mettre... d'amener un petit peu de personnel dans votre travail, le côté personnel dans votre travail. Super. Génial, c'est quoi ton mot de la fin? Moi, je dirais simplement que, en résumé, dans la tech, en fait, les compétences techniques, elles vous ouvrent des portes et les soft skills, elles permettent justement de créer la confiance entre les clients et soi, tout simplement. Donc, en gros, ce sont elles qui vont transformer un bon technicien en véritable partenaire d'équipe, tout simplement. Donc, ne pas Il y a des négliger gens les deux. qui font l'exercice aussi de résumé. Donc, moi, c'est une bonne dynamique. Et effectivement, en fait, finalement, dans ton cas, génial, c'est-à-dire que les consultants Salesforce, il y en a plein, mais les consultants Salesforce qui ont tes compétences comportementales, ta personnalité, et qui répondent aux besoins, il n'y en a qu'un, c'est ça? C'est ça, en gros. C'est sans toutefois se jeter des fleurs, j'ai envie de dire que c'est les qualités qu'on recherche un peu plus, quelque part, puisque à la base, on fait pratiquement tous la même chose. Donc, l'élément de différenciation viendra du fait qu'on établisse des relations entre les uns et les autres. C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on dit souvent que les hard skills, ça te permet d'être reçu en entretien. Par contre, c'est les soft skills qui te permettent d'avoir le job ensuite, quoi. Exactement. Il faut bien se défendre. Eh bien, écoute, on va garder ça comme morale. Et donc, pensez à les évaluer, pensez à les valoriser. On a raconté effectivement que préparer des histoires qui les démontrent, c'est important. Je pense qu'on a donné beaucoup d'éléments. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce temps. Et puis, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser, à mentionner directement les invités pour qu'ils puissent vous répondre dans le chat. Et puis, je mets la fermeture. Je remets le générique du début pour que ce soit la fin, pour que les gens aient le temps de nous dire au revoir. Il faut que les invités, vous restiez connectés le temps que je vous confirme, enfin, au moins laissez l'onglet ouvert le temps que je vous confirme que l'enregistrement est monté. Et voilà, c'est parti. Merci. Hop.